Aujourd'hui, je viens vous faire une ode à la force collective. Parce que c'est vrai qu'actuellement, on nous parle beaucoup d'individualisme et du fait que les crises qu'on traverse sont en train de renforcer tout ça. Et je pense qu'on a bien tort. Quelque chose est arrivé dans nos vies il y a quelques années déjà, plus d'une décennie. C'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, de base, c'était censé créer de la proximité, ou en conserver en tout cas. J'en sais rien, moi, penser à nos proches, que pendant le Covid, on voit un peu moins, ou penser à ces personnes avec qui vous étiez au collège, au lycée, ou j'en sais rien, et vous avez encore de leurs nouvelles grâce aux réseaux sociaux, ce qui n'est pas toujours passionnant, mais enfin, vous en entendez toujours parler en tout cas. Et puis parfois, on peut aussi créer du contact avec des personnes qu'on ne connaît absolument pas, mais avec qui on partage des opinions, des passions, ou juste une envie commune de faire bouger des choses. Et initialement, il y avait vraiment juste cette vertu en fait, du lien, de la proximité, du contact, de tout ce qu'on pouvait créer de positif pour rapprocher les gens. Mais rapidement, il y a quelque chose d'autre qui arrivait sur les réseaux sociaux, c'est la haine. Et on nous dit que ça fait partie du jeu, que voilà, les trolls, c'est l'apanage d'Internet, que c'est comme ça, que c'est le jeu, que quand on s'expose ou juste qu'on a un profil, il faut s'y attendre. On nous sort aussi parfois des bêtises où on personnifie les réseaux sociaux carrément. On va nous dire « Ah, mais Twitter, c'est sombre. Ah oui, mais les réseaux, c'est comme ça, il faut attendre à avoir des critiques. » Non, c'est complètement stupide puisque les personnes qui critiquent, qui insultent, qui font quoi que ce soit sur ces réseaux sont des personnes. Hein. Ce n'est pas le réseau qui tout seul agit et fait ces choses-là. Pour autant, donc, on voit sur les réseaux sociaux une haine qui est extrêmement répandue, qui est extrêmement présente, qui mobilise pas mal de débats publics aussi. Mais pour autant, je crois, et c'est pour ça que j'ai envie de vous parler de force collective aujourd'hui, je crois qu'on peut aussi imaginer un usage positif des réseaux sociaux. Et ça, j'y crois. Vraiment, je pense qu'il existe déjà et qu'on peut encore le maximiser. Et pourquoi je me permets de dire ça? Parce que bon, c'est bien joli aussi d'arriver et d'affirmer des choses comme ça. Et je crois que c'est devenu une spécialité. Combien de politologues ne connaît-on pas? Combien d'épidémiologistes même, hein, de grands scientifiques qui donnent leurs avis un peu sur tout et n'importe quoi finalement. Bon, moi là j'arrive et je vous donne mon avis sur ça et je me permets d'affirmer qu'on peut se ressaisir des réseaux sociaux pour faire le bien. Parce que je suis d'une place où j'arrive à observer tout ça. Je m'appelle Anna Toumazov, j'ai 26 ans, je suis activiste féministe et en cumulé, j'ai sur les réseaux sociaux 200 000 abonnés. Ce qui fait de moi ce qu'on appelle parfois péjorativement, les gens m'ont fait une insulte et c'est tant pis, une influenceuse. Mais surtout, voilà, moi je me sers de ces gros réseaux pour essayer. Je ne veux pas dire faire, je suis personne pour juger mon propre parcours, mais en tout cas essayer de répandre le bien et de changer les choses. Peut-être que vous avez entendu parler de choses comme Uber c'est over ou Sciences Sport. Peut-être que vous avez connu ces deux hashtags. Eh bien, ces deux hashtags, comme bien d'autres, ils viennent de ma page Instagram. Enfin, d'une de mes pages Instagram en tout cas. Et tout à l'heure, je vous parlais de force collective. Et je ne suis pas là pour vous exposer ce que c'est qu'être une influenceuse ou pourquoi ma page est la meilleure, etc. Puisque ça, je pense que plein de gens le font très bien, mieux que moi. Et on n'est pas sur LinkedIn. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a des choses qui ont pu émerger de ces pages, que j'ai pu observer de très très près, qui ont vraiment changé les choses et pour lesquelles on peut remercier la force collective des réseaux sociaux. Je m'explique. Le premier hashtag Uber c'est over, il démarre fin 2019. À ce moment-là, moi, j'ai une page Instagram qui n'est pas non plus énorme quand on connaît voilà, un peu comment ça marche sur les réseaux. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai quelque chose comme 25 000 ou 30 000 abonnés. Bref, je ne suis pas influenceuse à ce moment-là. Et c'est OK. Juste, j'ai cette page où j'ai plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'en fait, vu que je cultive une certaine proximité avec mes abonnés, on parle tout à fait d'égal à égal et on discute, on échange sur tout plein de choses. J'ai une abonnée qui m'écrit et qui me raconte quelque chose qui lui arrivait dans un véhicule Uber.
où en fait elle a été agressée sexuellement dans un de ses véhicules et que la compagnie, au lieu de radier le chauffeur comme elle lui a promis, elle l'a laissé en poste parce que le gars vient de réagresser une deuxième fille 2 ans après et que cette fille vient de s'en plaindre sur Twitter. Et en fait, à ce moment-là, quand elle vient m'interpeller, elle vient juste me demander, voilà, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que toi qui as des abonnés et dont je suis proche, est-ce que tu peux en parler sur ta page? Parce qu'on sait que voilà, les compagnies sont extrêmement réactives dès lors que leur réputation en ligne peut être entachée. Et du coup, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que moi, je partage ce témoignage de bonne foi en taguant Uber, mais à ce moment-là, moi, je suis en pyjama dans mon lit. Je ne pense pas du tout aux répercussions possibles de ça. Donc voilà, je suis sur mon lit à Paris, dans le t-shirt de grossesse que ma mère portait quand elle m'attendait. Donc, pas du tout une tenue de plateau télé ou quoi que ce soit. Et je fais une première story où j'explique, en fait, voilà, Uber, il est en train de se passer un truc, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Et puis là, je commence à recevoir d'autres témoignages. Et là, le truc prend une ampleur qui me dépasse complètement à ce moment-là. Parce que là, j'ai 24 ans et je ne comprends pas du tout ce qui se passe. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des centaines de personnes qui commencent à m'envoyer des messages. Et dans les 24-48 heures, vraiment dans les premières heures, qui commencent à m'envoyer des messages et me dire « Ah bah moi aussi, en fait, j'ai vécu ça. Moi aussi, il m'est arrivé ci, ta. » Et au-delà de ça, il y a des milliers de personnes qui ne sont pas directement concernées. Il ne leur est pas arrivé ça. Mais ces personnes font le choix de relayer. Ces personnes, elles prennent mes stories, elles font des screenshots, elles prennent mes publications, elles me produisent des publications aussi pour pouvoir faire du nouveau contenu viral et éveillé par rapport à cette question. Et tout le monde s'en mêle, en fait. Et là, évidemment, la presse arrive. Donc la presse met une pression monumentale pour se rajouter à celle des réseaux sociaux. Puis voilà, tout s'accélère. Et en fait, très rapidement, on passe d'un témoignage sur une petite page Instagram, très modeste, comme on me le rappelait beaucoup à l'époque, notamment sur mon lieu de travail. Mais depuis une petite page Instagram très modeste, eh bien, par quelque chose qui, en 3 jours, se retrouve au JT, se retrouve sur tous les plateaux à des heures de grandes écoutes, se retrouve en une des journaux et magazines français. Et ça part d'une petite page Instagram. Mais ce n'est pas 25 ou 30 000 personnes qui représentent l'opinion publique. Non. Ce qui a aidé à ce que l'opinion publique soit très vite alertée sur ça, c'est toutes les personnes qui ont choisi de venir voir et de relayer, sans relâche. Et au-delà de ça, tout le monde s'en est vraiment mêlé, au sens où il y a des gens qui sont allés interpeller Uber sur leur page Instagram et sur tous leurs réseaux sociaux d'ailleurs plus globalement. Il y a des personnes qui avaient des contacts, qui les ont contactés, les ont envoyés vers moi et ont fait le nécessaire. Il y a des personnes qui sont allées devant les locaux de Uber faire des collages. Il y a des personnes qui ont alerté autour d'elles toutes les personnes qui ne sont pas connectées aux réseaux sociaux. Il y a des personnes aussi qui, de leur propre chef, puis après j'ai relayé et tout le monde l'a fait, et c'était assez énorme quand même ce qui s'est passé. Il y a des personnes qui sont allées sur les magasins d'applications en ligne pour baisser la note de l'application Uber. Une entreprise comme Uber qui se retrouve à ne plus être top one des applications de VTC, c'est quand même compliqué. Et grâce à toutes ces personnes, ça s'est fait. Tout a bougé. Et là, Uber, ils ont été obligés de réagir. Et maintenant, grâce à cette petite page Instagram et aux milliers de personnes surtout qui ont relayé ce qui s'y passait et ce qui s'y racontait, Uber a dû prendre des dispositions parce qu'Uber a été évidemment traîné dans la boue à l'international jusqu'à ce que les States doivent révéler leurs chiffres. Uber a été convoqué par le gouvernement français et maintenant vous avez peut-être eu une notif il y a quelque temps qui vous disait qu'Uber avait adopté une charte qu'il fallait signer. Eh bien, Uber a changé son système de sécurité et on peut même voir maintenant en se baladant dans Paris et peut-être dans d'autres grandes villes de France des panneaux dans tous les abribus. Une campagne financée par Uber qui maintenant s'engage contre le sexisme, contre les LGBTQI+, phobie, contre le racisme,
contre toutes ces choses-là. Et peu importe si c'est du marketing, moi, c'est même pas mon problème. J'étais là pour faire une espèce de forme de pression et de lobby populaire et féministe, et ça a marché. Ils ont dû plier, alors peu importe les raisons. Et là, ce qui s'est repassé, au début de cette année 2021, mis à part ce 3e ou 4e confinement, c'est qu'il y a eu une nouvelle affaire du même ordre. Ça touchait Sciences Po cette fois-ci. Et c'était les mêmes dynamiques qui étaient à l'œuvre. C'était des agressions sexuelles ou des viols qui se déroulent parce qu'ils s'en passent partout malheureusement. Ça, on ne pourra pas changer les choses. Et puis, une entreprise ou une institution, en l'occurrence, de prestige, qui refuse de laisser son image entachée. Et pour ne surtout pas entacher son image, cette entreprise ou cette institution va préférer cacher ce qui se passe, quitte à faire taire les victimes, plutôt que de dire « Ok, il s'est passé un truc, ce n'est pas de notre faute directement, puisqu'on ne peut pas contrôler chacun des faits et gestes des gens. Par contre, on en prend acte et on exclut les pommes pourries du panier et on s'arrange surtout pour que ça n'arrive plus jamais. » Et bien là, à nouveau, Sciences Po, à l'instar de Uber, avait choisi de surtout mettre toute la poussière sous le tapis et de ne jamais soulever le tapis, hein, surtout pas. Puis il ne faut pas hésiter aussi à se montrer menaçant avec les personnes qui veulent parler, à parler de mensonges, etc. Ça, c'est des procédés que j'ai vus dans les deux affaires. Et là, à nouveau, qu'est-ce qui se passe ? Ben, c'est que la pression populaire, elle fonctionne. Dans le cas de Sciences Po, dans tous les IEP, il y avait des assos étudiantes féministes qui, depuis des années, et j'en sais quelque chose, puisque j'ai moi-même créé avec des copines et présidé l'asso féministe de Sciences Po Toulouse, les IEP n'écoutaient pas, en fait. Les instituts d'études politiques, ils n'écoutaient pas les élèves. Ils refusaient d'entendre ce qui se passait. Puis bon, si on peut un peu parler d'autre chose que de féminisme, ça ferait quand même plaisir. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, maintenant, j'avais conscience en fait, de la force des réseaux, etc. Et j'ai choisi de prendre toutes les doléances que je voyais passer, tous les témoignages que je voyais passer sur tout ce qui se passait dans les instituts d'études politiques partout en France, pour en faire quelque chose. Et du coup, avec l'accord des victimes concernées, j'ai posté quelques témoignages sur ma page Instagram. Sauf que maintenant, j'ai 26 ans, je suis un peu moins naïve qu'à 24 ans. Et surtout, j'ai déjà vécu Uber, en fait. Donc je sais qu'en faisant ça, c'est vraiment une forme de lobbying. Eh bien, ma foi, ça va être facile pour la presse et pour les politiciens de s'en servir. Et je vais aller même plus loin. Ils sont obligés, en fait, de se mobiliser sur les sujets dont on parle sur les réseaux sociaux. Et donc là, à nouveau, ce qui s'est passé, c'est des centaines de témoignages, des milliers de relais, tout le monde qui en parle, la presse internationale qui s'en mêle. Bon, ils aiment beaucoup le French bashing aussi, ça, je l'accorde bien volontiers, surtout quand ça touche au système des élites de France, des grandes écoles, machin. Mais enfin, tout le monde s'en est mêlé, il était impossible de passer à côté. Et là encore, il y a des résultats. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui ont été directement annulés parce que c'est là qu'il se passait la majeure partie des choses. Il y a des missions d'inspection dans toutes les écoles. Et il y a eu, en tout cas dans certains UP, et ça c'est déjà une très grande victoire parce que c'est tellement dur de reconnaître qu'on a pu être complice des choses, et notamment de cette culture du viol rampante qu'il y avait dans les écoles. Certaines directions ont reconnu effectivement qu'il y avait eu des manquements. Et tout ça, c'est grâce au collectif. Parce que oui, évidemment, le milieu médiatique, il reste hyper cynique, il faut toujours une personne pour incarner les choses. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils ont besoin d'une espèce de figure de proue des mouvements, des gens qui ont la chance de bien s'exprimer, des gens qui ont la chance de bien présenter, d'être dans tous les standards de ce qu'on attend d'une personne qui parle publiquement. Alors bien sûr, il faut un peu déranger, comme ça fait un petit peu de buzz aussi, mais il faut quand même rentrer bien dans des clous, que ce soit physique ou même dans la façon de s'exprimer, tout ça, on le sait. Ça, je ne vais pas mentir là-dessus. Mais pour autant, même s'il y a une personne qui incarne, s'il n'y a pas cette masse de personnes derrière, il ne se passe rien. Ce n'est pas une personne toute seule qui va aller braver vent et marée
et des injustices qui durent depuis des années, voire des siècles, ça ne marche pas comme ça, on le sait. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le symbole formidable qu'on est en train de donner dans ces victoires, la collective, parce qu'il y a celle-là, il y en a plein d'autres. Moi, je cite exactement ce que je connais, puisque je l'ai vécu de l'intérieur, mais il y en a beaucoup d'autres. Ce qu'on est en train de montrer, en fait, c'est que dans un monde où vraiment il y a de plus en plus d'injustices et où on en parle énormément maintenant, que les militantismes se réveillent et sont vocaux, et c'est bien, eh bien, on est en train de montrer que ces injustices, on peut agir dessus. C'est-à-dire qu'une foule de personnes qui ne se connaissent pas entre elles, qui n'ont finalement pour rien que de suivre la même page Instagram ou de communiquer sur le même hashtag, eh bien ces personnes-là, cette foule de personnes qui sont révoltées par les injustices qui ont lieu et qui sont commises par des entités qui sont puissantes et qui ont un certain cynisme à toujours balayer, etc., et qui ne tremblent que devant la potentielle perte de leur réputation, eh bien, grâce aux réseaux sociaux, on peut faire trembler des montagnes. Et ça, je crois que c'est une excellente nouvelle. On peut faire trembler des montagnes. Et ça ne fait pas bouger que des montagnes. Ça fait bouger, en fait, la vie quotidienne. Parce que les gens, leur téléphone, ces hashtags, ils les ont dans leur poche. Ils les ont en permanence dès qu'ils scrollent, ils les ont dans la story de leurs potes. Et ce que ça fait, c'est que les pratiques changent au quotidien. Les filles osent plus. Et les hommes, même, ils se rendent compte. Avant, il y avait cette espèce de solidarité masculine. Et maintenant, ils viennent me demander, moi, sur la page, comment je fais quand c'est un pote à moi qui a agressé une fille dans ma bande. Et puis, on le voit même au niveau du harcèlement de rue. Maintenant, les gens savent ce que c'est. La culture du viol. Le viol, rien que le viol. Avant, on avait encore cette espèce de mythologie où c'était dans un coin sombre, par un inconnu, en pleine nuit, machin. Maintenant, les gens savent que c'est que 9% des cas où c'est un inconnu qui viole et que c'est l'entourage, malheureusement. Et les gens deviennent vigilants. Alors, je crois que ça fonctionne. Et on commence à se rendre compte que tout le monde est investi d'une responsabilité. Pas seulement les influenceurs, tout le monde est influenceur, tout le monde peut relayer, tout le monde peut partager du contenu et tout le monde peut s'informer. Et il y a vraiment une nécessité de réhabiliter en fait la bonté et les grandes valeurs. Parce qu'on a essayé de nous faire croire qu'en fait il fallait se méfier de tout le monde et qu'être gentil c'était d'être con et que l'altérité était forcément ennemie. Du migrant qui arrive de loin, qui vient nous tuer, nous déposséder, aux voisins qu'on déteste de génération en génération, aux religieux à qui on va attribuer toutes les bassesses du monde, ou à l'autre qui est juste différent, parce que c'est une femme, parce qu'il est homosexuel, ou transgenre, ou handicapé, et qui au mieux pourra espérer une espèce d'indifférence un peu, qui sera considéré comme un citoyen de seconde zone. Ça, je pense qu'on est en train de se rendre compte qu'en fait c'est fini. Et c'est grâce à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux aussi. Alors, je voulais vous remercier parce que grâce à la force collective, on est en train de montrer que tout le monde peut changer les choses. Et moi, je suis la fille à qui on a dit que les hashtags n'avaient pas de poids, que les réseaux sociaux ne servaient à rien et que c'était que du virtuel. Et j'ai réussi à prouver que ce virtuel, c'était du réel. Et que c'était complètement bête de dire que les hashtags ne servent à rien, que c'était faux. Je suis la fille à qui on a dit que les hashtags n'avaient aucun poids. Et je peux vous dire que c'est faux. Merci.